Bonjour Florent Goussard, vous êtes paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et aujourd'hui vous nous présentez un monstre de taille impressionnante qui s'appelle Trix. Et qui est Trix? Bonjour, donc effectivement je suis Florent Goussard, je suis paléontologue au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter donc cet incroyable squelette de Tyrannosaurus Rex qu'on appelle effectivement Trix, c'est son petit nom. C'est un squelette vraiment exceptionnel pour plein de raisons. Déjà par la qualité de sa préservation, c'est un des 3 plus beaux squelettes au monde, et aussi par les informations qu'il porte et qui nous permettent d'en apprendre énormément sur ce qu'était la vie de cet animal il y a 67 millions d'années. D'accord. Et est-ce qu'il s'agit du T-Rex que l'on voit dans Jurassic Park ou dans d'autres grands films hollywoodiens? Alors, oui, tout simplement parce que Tyrannosaurus rex, c'est une espèce à part entière, l'espèce Rex du genre Tyrannosaurus. Et ce qu'on voit dans Jurassic Park, c'est aussi un Tyrannosaurus Rex. Donc ce spécimen-là, c'est pas celui précisément qu'on voit dans le film, mais en tout cas, c'est un de ses congénères. Alors, vous ne nous l'avez pas encore dit, mais est-ce qu'on en sait plus sur sa nature? Est-ce qu'il s'agit d'un jeune, d'un vieux, d'un garçon, d'une fille? Alors, ce spécimen, déjà, quant à son âge, on sait que c'est un spécimen pleinement adulte, pleinement mature, et c'est même plus que ça, c'est un très vieux spécimen, dans le sens où on a pu estimer son âge à une 30aine d'années, ce qui est l'âge maximum estimé pour les T-Rex. Ensuite, quant à son sexe, eh bien, on pense aujourd'hui que Trix est une femelle. D'ailleurs, son nom, Trix, est en honneur de la reine Béatrix aux Pays-Bas, puisque ce spécimen appartient à un musée néerlandais. Pourquoi une femelle? Parce que chez les T-Rex, en fait, on reconnaît 2 grands types de morphologie. Une morphologie robuste et une autre un petit peu plus gracile, plus légère, on va dire. Et cette forme qu'on a ici sous les yeux est une forme plus robuste et donc ce serait assimilé à une femelle par les spécialistes du groupe. D'accord. Et où est-ce qu'elle vivait? Où est-ce qu'on l'a trouvée? Alors, Trix, comme l'ensemble des Tyrannosaurus Rex, ont été retrouvés en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Trix, elle, a été trouvée aux États-Unis, mais vraiment, l'ensemble des T-Rex ont été retrouvés en Amérique du Nord. On n'en trouve pas ailleurs dans le monde? On n'en trouve pas ailleurs. On retrouve des congénères, enfin des proches cousins du Tyrannosaurus, un peu partout dans le monde, notamment en Mongolie. Il y a un dinosaure qui s'appelle Tarbosaurus, qui est rapproché de Tyrannosaurus par certains chercheurs, et même parfois qui lui est complètement assimilé. Certains chercheurs pensent que Tarbosaurus devrait être appelé aussi Tyrannosaurus, mais sous une autre espèce. Voilà. D'accord. Et alors, à quoi ressemblait son environnement? C'était des forêts, du désert, de la glace? Alors, l'environnement de Trix était plutôt un milieu de type forêt, mais quand même assez ouvert. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'environnement, c'est très différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, puisque à cette époque-là, l'herbe n'est pas encore réellement apparue. Elle apparaît vers 120 millions d'années, donc 60 millions d'années avant Trix, mais elle n'est pas encore vraiment étendue. Ça reste très, très discret, très cryptique. Les plantes à fleurs aussi reste encore très cryptique, et donc c'est un environnement qui est plutôt à base de fougères, de conifères, de choses comme ça, très différent finalement de ce qu'on a aujourd'hui. D'accord, donc des fougères, des conifères, mais pour autant, c'est pas un animal herbivore. Non, effectivement, Trix, comme on peut le voir, à ses grandes dents acérées, c'est complètement un carnivore. De ce côté-là, il n'y a aucun doute. Donc voilà, donc là on se trouve sur le côté gauche du Trix. On voit ses crocs, c'est sa mâchoire, et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des traces à remarquer en particulier. Donc effectivement, ici on a le côté gauche du crâne, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est ici, sur l'arrière de la mâchoire, on voit ici 3 perforations en ligne, vraiment parfaitement alignées, et ces perforations font un diamètre, donc c'est les traces d'une morsure, et le diamètre de ces perforations est à rapprocher directement des dents d'un animal au moins aussi grand que le T-Rex. Et à cette époque-là, il n'y a que le T-Rex qui est aussi grand. Donc c'est forcément la morsure d'un congénère de Trix. Pour quelle raison, ça on ne peut pas le savoir. Défense d'un territoire, éventuellement pourquoi pas accouplement, même si là ça a l'air quand même très violent. Des preuves d'amour, oui. Voilà, une preuve d'amour un peu marquée, on va dire. Mais n'empêche que ces traces de morsure, elles sont vraiment visibles. Et c'est pas quelque chose d'unique à ce spécimen-là, c'est vraiment largement documenté chez les spécimens de Tyrannosaurus rex qu'on connaît de par le monde. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce type de blessure pouvait faire mourir
de cette taille? Alors, ce qui est important encore une fois, c'est que là on est face à un animal qui a besoin de 50 kg de viande par jour pour se nourrir. Donc sa mâchoire, c'est pas seulement un outil de chasse, c'est aussi un instrument de survie. Si sa mâchoire est blessée trop fortement et qu'éventuellement il y a une infection osseuse, comme on peut le voir à l'avant du museau d'ailleurs, qui s'installe, bah, à cette époque-là, les antibiotiques, c'est pas courant. Hein. Ouais. Donc du coup, forcément, ça peut devenir très délicat pour un animal comme ça, une telle blessure. Donc là, on est sur la partie latérale de Trix, et vous nous disiez que sur la cage thoracique, vous pouvez voir des traces aussi intéressantes. Donc effectivement, sur cette cage thoracique, donc cet assemblage de côtes, on va observer quelque chose de particulièrement intéressant. Ça va être au niveau de ces 4 côtes centrales, un petit peu ici. On va avoir au milieu de ces côtes des épaississements osseux qui correspondent en fait à des traces de guérison d'une fracture qui s'est ressoudée. Donc on a quand même 4 côtes qui ont été potentiellement fracturées. À cause de quoi? Un combat, une mauvaise chute, ça c'est difficile à dire. Mais ce qu'on voit par contre de façon certaine, c'est que ces fractures se sont ressoudées. Donc l'animal n'est pas mort à cause de cette blessure. Pour autant, une fracture des côtes, c'est extrêmement douloureux. Si ça nous arrive à nous, ça coupe un peu la respiration. Donc sur un animal de cette taille-là, ça a dû avoir un impact. Il n'en est pas mort, elle n'en est pas morte. Ce qui prouve encore vraiment la volonté de survie de cet animal il y a 67 millions d'années. On se trouve ici à l'arrière de l'animal, au niveau de sa patte arrière gauche. Et en fait, cette patte va nous permettre de discuter de la qualité de préservation incroyable de ce spécimen qu'est Trix. Trix, c'est un squelette de T-Rex qui est complet à 75%, ce qui en fait un des 3 plus beaux au monde. Le squelette le plus complet, c'est un squelette aux États-Unis, qui est complet à 85%. Donc finalement, Trix est vraiment très proche. Ce qui est intéressant chez Trix, c'est que déjà il est très peu déformé. Celui à 85% l'est un petit peu plus. Ça on le voit très bien sur le crâne qui est parfaitement symétrique. Pour autant donc, complet à 75%, ça veut dire que par définition il est quand même incomplet. Comment est-ce qu'on a pu compléter ce squelette-là? Tout simplement en symétrisant certaines parties manquantes d'un côté mais présentes de l'autre. C'est exactement le cas de cette patte-là. Cette patte arrière gauche, c'est l'exact symétrique de la patte arrière droite. Comment est-ce qu'on procède à ça? Tout simplement, la patte arrière droite, tous les éléments individuels de la patte arrière droite ont été numérisés en 3 dimensions. Ces modèles 3D ont été symétrisés en miroir, puis imprimés en 3D. Donc ce sont des technologies qui sont très à la mode, qui se démocratisent énormément même. Et donc ce qu'on a, cette patte arrière gauche ici, c'est vraiment le résultat de cette impression 3D. Donc finalement, cette patte arrière gauche, c'est pas Trix, et en même temps c'est Trix. Donc c'est très intéressant. Après, il y a d'autres petits manques, notamment au niveau de la mâchoire, la mandibule inférieure, l'avant de la mandibule. Pareil, c'est un prototype en 3D, là encore, qui ce coup-ci vient d'un autre spécimen de taille équivalente. Donc finalement, quand on a un squelette complet comme ça, même s'il est complet qu'à 75%, c'est tellement incroyable qu'on parle quand même d'un spécimen complet. Et les petits manques, on va les récupérer comme ça, notamment en y associant des restes d'autres individus où, eux, la pièce est conservée. Et alors si je trouve des ossements chez moi, qu'est-ce que j'en fais? Alors l'idéal, c'est de prévenir les scientifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des découvertes qui sont en France, mais aussi ailleurs dans le monde, se font avant tout par des amateurs. Amateurs éclairés ou pas. Quand je dis amateurs éclairés, on peut avoir des paléontologues amateurs dont le plaisir est d'aller à la chasse aux fossiles. Et on peut aussi avoir des amateurs, par exemple, qui font des travaux chez eux et qui tombent sur du fossile. Dans le cas d'Jean-Jacques Charente, dont je parlais à l'instant, en fait, la première découverte a été faite dans une carrière de gravier qui est toujours en exploitation. Et en fait, en donnant un coup de pelleteuse, est sortie une vertèbre fossile énorme, qui a d'abord été assimilée à de l'éléphant fossile, une espèce de mammouth. Et puis, ces carriers ont fait appel à un scientifique qui est venu et qui lui a identifié ça comme étant du dinosaure. Ça a été le point de départ de 10 ans de fouilles qui continue aujourd'hui et qui a révélé réellement un gisement extrêmement riche pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Donc, quand un particulier découvre un fossile sur son terrain, l'idéal, c'est vraiment de prévenir les scientifiques. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de réglementation pour la paléontologie. Ça existe en archéologie. Si on trouve, par exemple, en région parisienne, quand on fait des travaux, c'est très rapidement qu'on peut tomber sur des restes archéologiques. Il y a une réglementation très stricte. On est obligé de prévenir des organismes spécialisés qui vont intervenir.
En paléontologie, ça n'existe pas, malheureusement. Donc certainement que des découvertes sont passées à côté des spécialistes parce que malheureusement personne n'a été prévenu. Donc vraiment, ça c'est important. Quand on trouve quelque chose, il ne faut pas hésiter à prévenir les spécialistes. C'est pas forcément une découverte importante, mais ça peut l'être. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant de savoir finalement ce qu'on a chez soi.